tant que le monde était encore essentiellement paysan. Pas évident de diriger une masse de paysans qui échappent aux lois de la banque, parce qu'ils ont leur lopin de terre, bon. Mais la chose a vraiment basculé au 19e siècle avec la révolution industrielle. Mais cette révolution industrielle, il a fallu d'abord un événement très important qui a été la révolution 1789. Il y a eu la loi Le Chapelier. Alors on dit toujours la loi Le Chapelier. Il faut quand même tout dire, il faut dire la loi, il faut donner son prénom, la loi Isaac Le Chapelier. On dit jamais. Bon, il faut donner le prénom aussi. Et la loi Le Chapelier, c'est la destruction des corporations. Le monde ouvrier avant, le jeune monde ouvrier avant la 1789, c'est un monde qui est protégé par les corporations. Il y avait de nombreuses journées chômées dans l'Ancien Régime, avant 1789. La loi Le Chapelier, c'est la destruction de ces corporations où l'ouvrier est pieds et poings liés devant le patron. Et si le marxisme, par la suite, va pouvoir prospérer, c'est parce que les ouvriers sont exploités, et si à partir du 19e siècle, les grands patrons de cette époque ont pu envoyer des enfants travailler à 8-10 ans dans les mines, bah c'est que cette protection qui existait avant l'Ancien Régime, bah, elle a sauté. Alors, bien comprendre que l'Ancien Régime avait ses défauts et ses faiblesses. Et d'ailleurs, s'il s'est cassé la figure, c'est qu'il devait avoir une grosse faiblesse. Il faut quand même dire les choses. Mais le roi de France, ça il faut le savoir, parce que tout n'est pas matériel, il y a aussi l'aspect spirituel. Le roi de France, avec ses qualités et ses défauts, avait pour objectif de donner un cadre moral et spirituel à ces sujets, parce que la vie sur Terre est un passage. On arrive nu et on repart nu. C'est-à-dire tous les biens qu'on a pu acquérir, beaucoup moyennement, bah à un moment donné, quand on est dans un cercueil et qu'on nourrit les pissenlits par les racines, on peut avoir un compte en banque bien garni, ça ne change pas grand-chose. Bon. D'ailleurs, c'est ce que nos ennemis oublient. L'oligarchie, ils ont leur idéal en forme de compte en banque. Ils oublient qu'à un moment donné, quand on crève, David Rockefeller, quand il est mort, il n'a pas emporté sa banque avec lui. Hein. Bon. Donc, bien comprendre que la révolution de 1789, c'est un mouvement financiers qui prennent le pouvoir. Alors, ça s'est fait de manière progressive. Alors, je vais citer deux éléments qui ont préparé le terrain. L'élément qui a joué un rôle capital, c'est au XVIIe siècle en Angleterre, avec une révolution, ça a été la révolution de Cromwell. Cromwell, qui était un puritain, alors les puritains sont les pires, donc protestants, c'est-à-dire tout est suivi à la lettre. C'est-à-dire que, bon, j'ai utilisé une formule un peu brutale, mais disons que ils sont tellement rigoureux que boire de l'alcool, c'est dégradant, aucune joie, c'est strict, c'est... Il y a un humoriste qui a dit que lorsqu'un puritain s'endort, il s'endort avec la Bible posée sur la table de nuit et le vibromasseur rangé dans le tiroir. Bon, pour monter la mentalité très stricte, mais par derrière, bon bref. Hypocrisie. Bah, vous savez, le milieu protestant puritain, c'est ça. Hein. Bon. Le fric, mais il y a un moment où la faiblesse humaine est là, donc il y a le paravent de la respectabilité. Bon, ça c'est, il y a beaucoup moins ça chez le catholique. Parce que le catholique reconnaît ses faiblesses, il va se confesser. Le protestant, il n'y a pas de confession. Hein. Il se confesse à Dieu directement. C'est facile, hein. On fait ça tous les jours. Hein. Bon. Donc, Cromwell va, on est dans les années 1650, hein, va instaurer une dictature étruscide. Hein. Bon. Et il va avoir un événement très important et qui, là je vous demande de comprendre ça parce que la situation actuelle, elle vient des années 1650-1660. Vous aviez aux Pays-Bas, à l'époque ça s'appelait les Provinces-Unies, la superpuissance financière marane. Alors les maranes, ce sont des juifs faussement convertis qui avaient fui l'Espagne d'Isabelle la catholique en 1492 et qui se sont installés aux Pays-Bas, à l'époque donc Provinces-Unies. Et ils ont constitué ce qu'on peut appeler un sort de Wall Street hollandais, super puissant. Et il va avoir dans les années 1650, 1660, ça va être fait de manière progressive, un accord entre Cromwell, le dictateur anglais, et les dirigeants de cette superpuissance financière hollandaise, avec à sa tête Ménasseh Ben Israël. Et il y a un accord qui est que cette puissance financière hollandaise, marane, va basculer des Pays-Bas à la City de Londres.
On est dans les années 1660, 1665, 1670. Et c'est ça qui va permettre le lancement de l'Empire britannique reposant sur la puissance de l'argent. Et le bras armé de cette finance, ça va être la marine de guerre anglaise pour la conquête des territoires et l'exploitation des territoires et l'extermination aussi des peuples. Parce que les Indiens d'Amérique du Nord, ils ont été trucidés. Les Australiens aussi. Les aborigènes d'Australie, les Maoris de Nouvelle-Zélande, je rappelle que 90% des Maoris de Nouvelle-Zélande ont été trucidés. Les Maoris d'aujourd'hui descendent des 10%. Je rappelle aussi, là je remonte un peu dans le temps, la fameuse maladie la pomme de terre en Irlande dans les années 1840, où vous avez eu 1 million de morts côté irlandais, 1,5 million d'Irlandais qui ont immigré d'Irlande aux États-Unis, et ce sont les Anglais qui ont laissé faire. Ils n'ont rien fait pour aider ces Irlandais, parce que ces Irlandais étaient catholiques. Donc c'était une manière de trucider les gens. Et il y avait même, ils poussaient le vice, ces Anglais, enfin les élites oligarchiques anglaises, le blé qui était encore produit à cette époque, en Irlande, qui aurait dû rester en Irlande pour nourrir les malheureux Irlandais affamés, eh bien les Anglais de l'époque obligeaient les Irlandais à vendre leur blé en Angleterre. Donc vraiment les Irlandais, ils crevaient de faim, il y a eu 1 million de morts. Bon. Donc je reviens au XVIIe siècle, et donc vous allez avoir une alliance, une alliance entre donc la finance juive marane et la City de Londres, sous l'égide de Cromwell. Et ce que je raconte, c'est archi-officiel, parce que je vois d'avance certains qui vont dire sont des propos nauséabonds, blablabla. Non. Vous lisez les livres de Cecil Rhodes, R-O-T-H, sur l'histoire des maranes. Alors c'est un historien anglais, juif anglais, qui a enseigné à Oxford, avec une pointure, et qui raconte ça très bien. Moi, je ne fais que reprendre ces informations et de me rapporter à des faits. Et donc vous allez avoir la création de ce pôle financier de la City de Londres avec 1694 la création de la Banque d'Angleterre et fabrication de l'argent, de la machine à fabriquer du fric à partir de rien. Donc le ex nihilo, c'est à partir de la Banque d'Angleterre. Voilà, et ce qu'on connaît aujourd'hui, à une échelle évidemment bien plus grande, vu les moyens techniques, les formules mathématiques qui permettent d'amplifier 1000 fois plus, mais le procédé, le processus est lancé en 1694, où vous avez une banque d'Angleterre qui crée de l'argent à partir de rien, parce que normalement, l'argent doit toujours correspondre à la richesse produite par le pays. Là, non. Et donc là, c'était plus des pièces d'or ou d'argent, on passait à des billets. Des billets, voilà. Des billets papier. Voilà, et donc c'est ça qui va lancer et qui va permettre à l'Empire britannique de s'étendre. Alors, la France de l'époque, donc on est à l'époque du XIV, puis ensuite du XVIIIe siècle, lutte contre ça, mais la défaite française, la Révolution française de 1789 va être terrible. Pourquoi? Parce que le monde anglais, le monde oligarchique anglais, à la défaite française avec Napoléon en 1815, il n'y a plus de résistance, et là l'Angleterre va pouvoir étendre son régime à l'échelle planétaire, ça va être Rule Britannia, et cette puissance britannique anglaise, avec la City de Londres, vraiment j'insiste sur l'importance de la City de Londres, je rappelle que vous avez 2 maires à Londres, vous avez le maire de Londres et le maire de la City de Londres. Le vrai patron, c'est le maire de la City de Londres. Je rappelle que la reine d'Angleterre, quand elle veut se rendre à la City de Londres, doit demander l'autorisation au maire de la City de Londres. Pour dire que la Queen, bon évidemment on lui donne l'autorisation, mais elle ne peut pas y aller. S'il faut l'autorisation du maire de la City de Londres pour dire Votre Majesté, oui, on vous accepte. Une ville dans la ville. Oui, c'est une city offshore, sur les bords de la Tamise. Voilà. Et la City de Londres, c'est un État dans l'État, et j'appelle ça la capitale de la mafia planétaire. Hein, voilà. Au premier paradis fiscal? Ah oui, c'est le premier. Et alors, il y a eu en fait 2 étapes, c'est ce que je racontais, la bascule de la finance marane des Pays-Bas, deuxième moitié du XVIIe siècle sous l'égide de Cromwell, et l'étape supérieure qui a vraiment, j'allais dire, accéléré le processus, et vous allez comprendre la modernité de la chose, c'est que vous avez eu ce qu'on appelle les Rothschild. Les Rothschild qui continuent à jouer un rôle très important. Mais la question qu'il faut se poser, mais comment ces Rothschild ont pu jouer un si grand rôle? Parce qu'au début, le fondateur, Mayer Amschel, le Rothschild, et donc il est né dans les années 1750, par là,
il était petit moyen financier, il était même, je veux dire, pauvre. Et comment a-t-il fait pour démarrer? Alors il a commencé, d'abord il est embauché par un banquier juif qui l'a formé aux techniques, etc. Mais il a commencé quand même au ras des pâquerettes. Mais qu'est-ce qui a permis à la famille Rothschild de démarrer? Alors je rappelle que Mayer Amschel a eu 5 fils, et il y a eu un fils, je crois qu'il s'appelait Nathaniel, qui s'est installé à Londres, et qui a lancé la branche des Rothschild de Londres, et qui régente encore, qui dirige encore la situation actuelle. C'est que au XVIIIe siècle, vous aviez une grande famille princière allemande qui s'appelait les Hesse-Kassel. Il y avait 2 frères, Charles et Guillaume. Guillaume de Hesse-Kassel était la plus grande richesse d'Allemagne. C'est lui qui avait la plus grande fortune d'Allemagne, c'était Guillaume de Hesse-Kassel. Et lorsqu'il va voir l'intervention de Napoléon dans les Allemagnes, parce qu'à l'époque c'était des unis, Guillaume de Hesse-Kassel va s'enfuir à Londres. Mais il va confier son immense fortune à Mayer Amschel Rothschild et lui dit, je résume, sauvez ma fortune. Si vous sauvez ma fortune, tous les dividendes, à mon retour, vous reviendront. Et Mayer Amschel réussit à sauver l'immense fortune de Guillaume de Hesse-Kassel. Et Guillaume de Hesse-Kassel va être honnête. Il va, à son retour, permettre à Mayer Amschel, qui vient de mourir, mais surtout à ses 5 fils, de recueillir ses dividendes. Et c'est ça qui va être le matelas financier qui va permettre aux 5 fils Rothschild, un à Berlin, l'autre à Vienne, l'autre à Naples, un à Paris, et la branche la plus puissante en fait à Londres, de se lancer à partir de 1815, après la défaite française à Waterloo. Et en 2020, nous vivons toujours sur cet acquis puant, parce que c'est ça qui a lancé. Il y avait l'anecdote de la défaite de Waterloo et du coursier. Oui. Vous pouvez nous la raconter? Alors, officiellement, il est dit que... Alors, je vais expliquer le truc, mais il n'y a pas la preuve. La défaite française à Waterloo, il y avait une personne présente qui a prévenu Rothschild de Londres de la défaite française, mais il a donc traversé à toute allure la Manche, et Rothschild a fait croire que c'était les Français qui avaient gagné. Donc tout ça s'était vendu, enfin la bourse de Londres vendait catastrophée, et Rothschild a pu récupérer, racheter toutes les actions qui s'étaient écroulées. Et puis quand l'information est arrivée, 2 jours plus tard, ou 1 jour plus tard, je ne sais plus exactement, les actions ont remonté, mais entre-temps, Rothschild avait tout raflé. Mais, je tiens à préciser, on n'a pas la preuve. En revanche, la preuve des dividendes avec Mayer Amschel Rothschild et Guillaume de Hesse-Kassel, ça je l'ai parce que j'ai eu la possibilité de lire le livre d'un juif allemand qui s'appelle Fritz Backhaus, qui est toujours d'ailleurs le patron du musée du judaïsme de Francfort, qui a fait une étude sur Mayer Amschel Rothschild. Et cette étude, je l'ai lue avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il précise que les pièces d'archives qu'il a utilisées venaient du fonds d'archives Rothschild de Londres, et il remercie en particulier Mélanie Aspect, directrice du fonds d'archives de Londres, qui lui a aimablement permis de consulter, vous savez, la formule classique. Et oui, quand vous lisez ça, donc vous savez que c'est du solide et c'est l'authentique. Et c'est ça qui a lancé la puissance des Rothschild. Et au XIXe siècle, les Rothschild de Londres vont véritablement imposer leur marque à la politique anglaise. Et là, chose très intéressante, vous allez avoir les bagarres avec la jeune démocratie américaine, en particulier avec le président américain, on est dans les années 1830, Andrew Jackson, qui lui ne veut pas d'une banque comme la Banque d'Angleterre, c'est-à-dire indépendant du pouvoir politique. Et on va essayer de le tuer. Plusieurs fois, il va y avoir des tentatives pour l'assassiner, et à chaque fois, on est, je vous dis, 1830 par là, ces tentatives vraiment échouent. Et d'ailleurs, Andrew Jackson, qui était un rude gaillard, il a obtenu d'ailleurs, de mettre sur sa tombe, il avait donc eu la peau de la banque, j'ai tué la banque, I killed the bank. Bon. Mais sa victoire a été éphémère. Donc le processus en lui-même a pu tenir le coup, c'est-à-dire que la banque américaine était au service du politique. Mais les Rothschild de Londres, et la guerre de sécession aussi est une tentative des Rothschild pour déstabiliser le corps politique américain, mais ils vont réussir finalement à imposer leur vue avec la création de la Fed en 1913, et la Fed, c'est l'équivalent de la Banque d'Angleterre de 1694, c'est-à-dire indépendant du pouvoir politique,
Alors, vous allez avoir un accord entre une partie de l'oligarchie de la City de Londres et des grandes familles WAPS, enfin des anglo-protestants américains, qui vont donc s'entendre sur la répartition des pouvoirs de la Fed. Mais la Fed est indépendante du pouvoir politique et imprime les billets de monnaie comme ils le veulent. C'est un conglomérat d'intérêts financiers privés, hein, Voilà, c'est bien ça. c'est privé. Ça, La on famille l'oublie. Rockefeller, JP Morgan. JP Morgan. On trouve les mêmes. Et il y a une chose, et ça je vous demande d'être conscient de la collusion entre le monde de la finance et les mouvements révolutionnaires. Vous avez un écrivain, un chercheur anglais, naturalisé américain, ça c'est le seul reproche que je vous fais. Je plaisante. Mais un grand monsieur qui est mort en 2002, qui s'appelait Anthony Sutton, qui a écrit une trilogie sur Wall Street, et entre autres la trilogie sur Wall Street et le bolchevique. Et il a publié au début de son livre un dessin humoristique de 1911 où on voit Karl Marx entouré des grands patrons de Wall Street, JP Morgan, enfin toute la clique de l'époque, et ces industriels et financiers américains qui serrent la pince à Karl Marx, parce que l'objectif, la finalité, c'est de créer un sort de socialisme de marché avec concentration du pouvoir, concentration des moyens avec concentration du pouvoir dans un but de gouvernance mondiale. Est-ce que c'est le socialisme corporatif? Oui, c'est ce que dit Anthony Sutton. Et le New Deal américain avec Roosevelt, le socialisme de marché avec le nazisme, rentre dans cette politique de concentration de pouvoir aux mains d'un seul homme. Voilà. Donc tout ça pour expliquer que ces choses-là, ce qu'on connaît aujourd'hui, on ne peut comprendre la situation actuelle si on ne comprend pas, si on ne connaît pas, je raconte ça vraiment à grandes enjambées dans les grandes lignes, que ce projet de concentration du pouvoir au niveau d'une minorité, d'une oligarchie qui ne dépend plus du pouvoir politique, ça a commencé il y a très longtemps. Et le pouvoir politique, dans le cas de la France, et ça j'insiste là-dessus, jusqu'en 1789, le roi de France pouvait être très intelligent, moyennement intelligent, pas très futé, il y a eu tous les cas de figure, mais le roi de France, il avait le pouvoir de par sa naissance. Il était indépendant du pouvoir financier. Donc le pouvoir financier avait un adversaire. À partir du moment où vous avez eu la révolution de 1789, le pouvoir financier a pu nourrir et distribuer le fric au plus offrant, parce qu'un homme politique, un politicien, pardonnez-moi sauf exception, c'est une pute qui se vend au plus offrant pour avoir le pouvoir. Et c'est celui qui... Et on touche un point essentiel, là, c'est le financement des partis politiques. Et le financement des partis politiques. Pourquoi? Il y a une chose, c'est que lorsqu'on parle de la démocratie, à titre personnel, je n'y crois pas. Dans le sens que, fatalement, l'homme politique, à la tête d'un parti, est dépendant d'un courant financier. Et le courant financier va ajouter, même suprême vice, des oppositions entre partis pour permettre finalement que le meilleur gagne, et donc que le meilleur gagne, que celui se vende le plus au pouvoir financier, qui fait que lorsque cet homme politique arrive au pouvoir, comme Macron par exemple, eh bien mon bonhomme, maintenant, retour de l'ascenseur, tu fais ce qu'on te demande. Mais monsieur Hillard, c'est aussi le parti, c'est aussi des députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale, qui vont voter des lois. La création de lois, c'est ce qu'on demande, ce qui est demandé à l'Assemblée nationale. Et donc, pour siéger à l'Assemblée nationale, il y en a combien des députés indépendants? Un ou deux, à la salle, et peut-être un autre. Oui, très peu. Donc, pour siéger et avoir finalement une carrière politique, on doit passer par un parti politique. Oui. On a une opacité totale sur les financements des partis politiques, donc de leurs allégeances. Donc là, c'est pour la mère Le Pen, c'est pour le père Merluchon, etc. On ne sait pas à qui vont leurs allégeances, puisqu'on ne sait pas qui les finance. Oui. C'est la fameuse formule, la fortune vagabonde et anonyme. Mais vraiment, j'insiste sur ce point-là. Tout pouvoir politique qui n'est pas indépendant du monde de la finance, un pouvoir politique qui est dépendant du monde de la finance, n'a pas d'avenir. Et la démocratie, c'est ça. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire de France avec la Troisième République, la Quatrième et la Cinquième, ce sont des guerres entre partis, entre hommes, mais ce sont des sources de financement. Que ce soit dans le cas français, mais dans le cas allemand. C'est-à-dire que vraiment, le monde financier, c'est lui qui a le dernier mot. Et on ne peut pas avoir une politique stable si on a un monde financier maître des choses. Si il y a eu la loi de janvier 73 qui fait que
désormais le pouvoir politique est obligé d'emprunter au privé pour pouvoir financer telle ou telle chose, moyennant des dividendes, ben, on ne peut rien faire. Il faut impérativement que le monde de la finance soit soumis à 100% au monde politique. Il y a le moindre élément qui échappe, ça y est, la fissure fait qu'à un moment donné, le pouvoir politique, il perd, il se retrouve comme le roi nu. Ça, on a remarqué, c'est que François Ruffin, quand il était chez Fakir, a fait un ouvrage là-dessus, sur la banqueroute et le défaut de paiement, avec en exemple les exemples historiques. Et il y en a eu plein dans l'histoire de France, il y en a eu 8 apparemment, de défaut de paiement ou de banqueroute, c'est-à-dire de mort à la dette totale ou mort à la dette partielle. Et on a été obligé, nous, en manifestation, d'aller le prendre physiquement pour lui demander de le dire devant nous à la manifestation des corps soignants. Dis-le, citoyen Ruffin, dis-le, mort à la dette. Il avait du mal et finalement il a réussi à retrouver son courage. Bon, il ne mettra pas son gilet jaune à l'Assemblée nationale, il ne faut pas rêver. Mais vous voyez, plus on approche, et là ça va dans le sens de ce que vous dites, c'est plus on approche, plus on monte en fait. Là, il est devenu député de la République, et ben là on l'entendait plus, le mort à la dette. Et puis quand on est député, on a des avantages financiers, on a un cadre de vie, voilà, et ça donne envie de, on va quand même pas trop tirer sur le système, parce que le système, on mange bien. Vous savez, le restaurant des députés, c'est pas pizza surgelée Findus, hein, on bouffe bien et on boit bien, les cigares sont là, et puis on a d'autres avantages. Si on veut avoir des pépés, enfin des jeunes filles, on peut trouver tout, ça et le reste. On peut avoir des avantages en tout genre. Voilà, donc... alors justement, voilà, parce qu'on arrive au monde moderne, oui. En France, Ouais. coup d'État bancaire de l'oligarchie en 1973 opéré par quelqu'un qui a bossé pour la banque Rothschild. Ouais. Pompidou. Alors, janvier 73, c'est pas une bonne époque. On en crève d'ailleurs. C'est donc, avant 73, l'État qui s'adressait à la Banque de France pour financement des hôpitaux, construire des routes, enfin bref, tout ce qui fait un pays. Bon. Et en janvier 73, il y a Pompidou-Giscard. Et je vais parler de ces deux personnages très rapidement. Maintenant, depuis cette époque, on doit s'adresser aux banques privées et payer des intérêts colossaux. Je crois que ce qu'on a versé en intérêts au milieu de la banque privée depuis janvier 73 correspond grosso modo à l'endettement de la France aujourd'hui. 1400 milliards d'intérêts de la dette seulement entre 79 et 2017. Ouais, pour dire C'était que une source RTL ou Europe 1. Voilà. Et le problème, c'est que cette chose, pour moi qui est absolument clé, n'est pas évoquée par les partis politiques qui prétendent défendre la nation française. Et je pense à l'ex-FN, maintenant Rassemblement national, ils n'en parlent pas et ils devraient en parler, et puis surtout dire qu'on fait... Mais qui les finance? Parce qu'il y a un train de vie quand même derrière. Alors, avant de parler du RN, rappelez une chose, bien comprendre, et ça vraiment j'insiste là-dessus, pour comprendre notre situation. Le mal est ancien, donc je vous ai parlé d'utopie, etc. Pour le coup de la loi de janvier 73. Vous avez eu Pompidou, qui a été donc président de la République après la mort du général de Gaulle. Pompidou était un ancien de la banque Rothschild, donc déjà ça aide pour faire ce genre de choses. Mais il faut que vous compreniez qu'il y a des groupes de pression, des instituts qui n'ont aucune légitimité démocratique, qui sont inconnus ou très souvent peu connus du grand public et qui jouent un rôle capital et qui déterminent la vie de tous les jours. Et entre autres, je vais vous citer le nom d'un institut, et vous allez comprendre ensuite le lien avec Georges Pompidou. Un institut qui a été créé dans les années 1920 par un Autrichien, c'est la Pan-Europe. L'objectif de la Pan-Europe, c'est de créer une Europe unifiée, destruction des nations, dans le cadre d'une gouvernance mondiale. Vraiment, je résume. Je précise, alors le fondateur, c'est un aristocrate autrichien qui s'appelait Richard de Coudenhove-Kalergi, et il a été financé par la banque Warburg. La banque Warburg, Max Warburg, et le frère de Max Warburg, qui s'appelait Paul, a été le premier patron de la Fed, 1913. Donc vous voyez tout ce réseau. Vous savez, on dit l'aristocratie, elle a été abolie en 1789. Non, on est passé de l'aristocratie
de sang d'avant 1789 à une aristocratie de la finance. Et croyez-moi, ils n'épousent pas la bergère du coin. Ils se marient entre eux. En fait, il y a même, en fait, on est passé à un cran supérieur. C'est après 1789, c'est l'aristocratie du sang et de la finance. Ils se marient entre eux. Et la banque Warburg a donc financé dans les années 20 Richard de Coudenhove-Kalergi lié au Rothschild. Donc Pan-Europe pour créer une Europe unifiée dans le cadre d'une gouvernance mondiale. Et le premier congrès pan-européen de 1926, avec donc à sa tête Richard de Coudenhove-Kalergi, ils décident donc de lancer cette idée d'Europe unifiée et ils choisissent un hymne européen. C'est l'Ode à la joie de Beethoven, l'actuel hymne européen d'aujourd'hui. Et il y a cette idée donc de gouvernance mondiale. Et pourquoi je dis ça? Parce que la Pan-Europe, à l'échelle, donc cet institut pour l'unité de l'Europe, vous avez des subdivisions nationales, Pan-Europe France, Pan-Europe Allemagne, etc. Dans les années 60, et là j'arrive à Georges Pompidou, le trésorier de la Pan-Europe France s'appelait Georges Pompidou. Donc il était Rothschild et trésorier de la Pan-Europe France, tout ça en lien avec la City de Londres, parce que Richard Coudenhove-Kalergi, Pan-Europe, c'était lié au monde de la finance. Donc comprendre les ramifications. Donc ces gens, Georges Pompidou, s'il arrive au pouvoir, c'est pas l'effet du hasard, c'est comme Macron ou Sarkozy. Et d'abord, ils montrent patte blanche, et allégeance. Et il y a une chose aussi qu'il faut que vous... Je ne vais pas vous abreuver de nom, mais il y a un nom d'une personne qu'il faut connaître. Il est mort en 1960. 1988-1960, c'est Joseph Ratzinger. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Parce que tous les instituts mondialistes qui régissent l'Europe viennent de lui. Il a créé en 1946 la Ligue européenne de coopération économique, qui va préparer la création de la CEE, Communauté économique européenne, traité de Rome, donc 1957. Qui va diriger la Ligue européenne de coopération économique, qui donc prépare cette Communauté économique européenne? Edmond Giscard d'Estaing, le père de Valérie. Vraiment une aristocratie. C'est lui qui va favoriser la création du mouvement européen pour unifier l'Europe, dirigé par un Anglais, Duncan Sandys, qui était le gendre de Winston Churchill. Et c'est lui, toujours Joseph Ratzinger, qui va lancer, en liaison avec Winston Churchill, le fameux congrès de la Haye de mois de mai 1948, qui lance vraiment la construction européenne. C'est lui qui dirige tout ça. Et c'est toujours le même Joseph Ratzinger qui va créer le Bilderberg, ce groupe élitiste de la haute finance, qui permet de régenter nos vies. Voilà. Et donc, il faut connaître ces gens-là, parce que pour combattre les maux actuels, il faut connaître, sans rentrer dans les détails, il faut connaître les noms de certaines personnes, et Joseph Ratzinger, parce que le mal est ancien. Le mal est ancien. Et je pense à la Pan-Europe, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. La Pan-Europe donc, a été créée dans les années 20, lorsqu'il y a eu, qui était à l'époque dirigé par Richard de Coudenhove-Kalergi, eh bien en 1966, vous avez un congrès pan-européen, et Richard de Coudenhove-Kalergi invite qui? Un certain Giscard d'Estaing, là c'est Valéry, le fils, pour parler de la monnaie européenne, qui ne s'appelait pas encore l'euro, mais ça y est. Donc c'est ça que j'essaie de montrer, c'est que vous avez une oligarchie française, allemande, italienne, anglaise. La priorité, c'est la City de Londres, c'est le monde anglo-saxon, qui impose ses vues au pouvoir politique. Et les guerres mondiales, la première et la seconde, ont été d'excellents outils pour casser les peuples, pour créer des zizanies et imposer des mesures supranationales. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la SDN, Société des Nations, ça a échoué temporairement, puisqu'on est passé après la Seconde Guerre mondiale à l'ONU. Donc on crée par étapes des chocs qui permettent de rebondir à une étape supérieure. C'est le principe maçonnique, ordo ab chaos. On crée un désordre qui permet de rebondir à une étape supérieure en vue d'une gouvernance mondiale, d'un monde unifié et d'un monde asservi au monde de la finance. Donc là, tout prend sa réalité quand on entend un Jacques Attali nous dire que quelle belle capitale serait Jérusalem pour un nouvel ordre mondial. Oui, il s'en cache pas. Parce que, voyez-vous, je faisais la différence entre la mondialisation, qui est un phénomène naturel d'échange de biens, de services, en fonction du développement de la technique, puis l'esprit qu'on met dedans,
qui est le mondialisme avec la spiritualité, parce qu'ils veulent un État mondial avec Jérusalem. Alors effectivement, il faut comprendre que chez ces gens-là, il y a l'esprit de ce qu'on appelle la Kabbale. Alors qu'est-ce que la Kabbale? C'est l'interprétation ésotérique, c'est réservé à une minorité. C'est de la magie? C'est la magie. C'est la magie réservée à une minorité du judaïsme talmudique. Le Talmud, c'est le code civil et politique de la synagogue rebelle, parce que ce monde refuse de reconnaître le Christ comme le Fils de Dieu incarné depuis 2000 ans, et ça, ils sont en guerre. Et donc, ils veulent détruire ça. Il faut comprendre ça aussi. Et pourquoi je dis ça? Parce que la Kabbale joue un très grand rôle. Il y a chez eux l'importance des chiffres. Je vais vous citer deux exemples. Un en ayant créé un film et un autre en relation avec Jacques Attali et Sarkozy. Encore lui, toujours Jacques. Hein. Oui, il joue un rôle. Hein. Le film James Bond 007. On s'est jamais posé, enfin, est-ce que vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi 007? La magie du chiffre 7, Pourquoi Christine pas Lagarde. Ah oui, il y a ça aussi, oui. Il y a ça aussi. Mais pourquoi 007? Pourquoi pas James Bond 0015 ou 28 ou 1228? En fait, vous avez 00 et 7. L'origine, alors je rappelle que James Bond, c'est un ancien espion britannique qui s'appelait Ian Fleming, qui connaissait l'origine de tout ça. Ça remonte au XVIe siècle avec un magicien anglais qui s'appelait John Dee, D2E, qui était au service de la reine d'Angleterre Élisabeth Ier de l'époque, et était donc agent secret, mais aussi un agent de la Kabbale, donc tout ce qui est ésotérisme, magie, etc. Et il lui fournissait des documents secrets avec une inscription 007. Alors pourquoi 007? Parce que 00 c'était ses yeux uniquement à la reine, et le chiffre 7 dans la Kabbale, c'est l'esprit de totalité, comme il y a 7 jours de la semaine. Donc ses yeux uniquement à la reine, et il disait tout à la reine. Et le deuxième exemple que je vais citer, c'est le fameux rapport de Jacques Attali adressé à Sarkozy. Le président Sarkozy à l'époque avait demandé un rapport à Jacques Attali pour comment régler les problèmes économiques, etc. Et Attali a pondu un rapport qui a été publié, et j'ai lu le rapport en diagonale à la FNAC, pour ne pas l'acheter, quoi. Et le titre de la couverture, c'était « Les 300 propositions » pour régler le problème. Bon. Et je lis le truc, et il y avait une proposition 1, proposition 2, etc. Jusqu'à proposition 300... Ah non, il n'y avait pas en fait 300 propositions dans le livre, il y en avait 316. Donc le titre 300 propositions ne correspondait pas au nombre de propositions dans le bouquin. 316. Je me dis, l'ami Jacques, avec son humour à lui, il y a un truc. Et donc pendant un petit moment, bon. Et je me suis rappelé qu'en hébreu comme en arabe, on lit de droite à gauche. 316, 613. 613, dans le Talmud, vous avez les recommandations du Talmud, il y en a 613, ça s'appelle les mitzvot. Et donc par humour propre à l'humour de Jacques Attali, c'était 316, 613, un lien avec les recommandations du Talmud. Il aurait dit 317 propositions, 315, ça n'a aucun sens. 316, voilà. Il y a l'humour, ils ont un humour à eux. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous avez la menace de l'oligarchie. Alors quand je dis la menace, enfin c'est même plus qu'une menace, c'est ils veulent notre peau. Ils imposent leurs lois parce que le pouvoir politique est dépendant d'eux, et ça c'est le problème de la démocratie. C'est-à-dire que tout homme politique qui veut avoir le pouvoir est dépendant d'un courant financier, et les milieux financiers jouent entre différents acteurs. Oui. Vous dites démocratie, mais la démocratie pensée dans le système parlementaire actuel. Oui. Avec les partis qui sont financés de façon obscure. Oui. On pourrait très bien imaginer des commissions citoyennes pour auditer le financement des partis politiques, etc. C'est vrai, mais vous savez, à partir du moment où ça se complexifie, à un moment donné, vous savez, il faut les choses simples. Le problème, c'est que, surtout dans un pays développé, dès qu'on commence à subdiviser ça échappe. Il faut savoir qui fait quoi, il faut un chef, et il ne faut pas que ce chef soit dépendant des courants financiers. Si on réussit ça, on réussit beaucoup de choses. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, j'allais dire que je parlais donc de... Excusez-moi. Oui, j'ai perdu le fil. Le rapport à Attali. Attali, oui. Bon, le monde financier, je voulais dire autre chose, c'est que le monde financier veut notre peau, et
il est ancien. Et le problème, c'est qu'il faut impérativement connaître ces acteurs. Et comment dire, on est arrivé à un point où il faut d'abord se former. Vraiment, j'insiste là-dessus, il faut se former, avoir un minimum de connaissances. Qui fait quoi? Il ne s'agit pas de tomber dans l'intellectualisme, des choses de base. Mais il ne faut pas se leurrer. Là, je ne vais pas prendre de gants. On vit une époque où on se rapproche d'un krach financier. Ça va régler bien des problèmes. Pourquoi? Parce que la situation actuelle, c'est de vouloir créer une gouvernance mondiale. Donc on est dans le cas de la démolition contrôlée. Mais on est sur Terre. La perfection n'est pas de ce monde. Pour nous comme pour nos ennemis. Et à un moment donné, la démolition contrôlée chez nos ennemis, ça va leur échapper des mains. Et c'est là où vraiment on pourra agir. Alors je pense que ça ne sera pas un dialogue interculturel. J'ai des doutes. Mais pour agir, il faut d'abord être formé. Et quand il faudra cogner, parce que il faudra, quand on a en face de nous des ennemis qui veulent notre peau, il ne faut pas rester les bras croisés, il faut quand même être viril et tenace. Il faudra agir d'une manière, il n'y a pas de secret. La révolution de 1789, ils ont reçu leur coup, parce qu'ils ont su taper là où il fallait, quitte à faire des morts. Si on appelait cette période la terreur, c'est pas pour rien. S'il y a eu un génocide vendéen, c'est pas pour rien. Alors je précise que le mot génocide à cette époque n'existait pas, et je crois que c'est Gracchus Babeuf qui écrit que pour la Vendée, il faut organiser un populicide. C'est le mot de l'époque. Bon, ces gens-là, ils veulent notre peau, et donc il va falloir réagir et agir quand ces événements douloureux vont arriver. Il faudra s'attaquer à nos ennemis.